Les formations en soft skills, oui, avec des coachs externes. On a une formation, nous, à Bruxelles, on a commencé par le top management, puis après, on l'a faite avec les différentes équipes en résilience. Et vraiment, comment réussir dans les moments difficiles à activer chacun ses forces. Ça parle de sommeil, de nutrition, de bien-être, de plein de choses qui sont très out of the box. Ouais. Mais très banque. Pas très banque, mais si, mais en fait, la personne qui fait ça, qui est en Suisse, est travaille beaucoup avec les banques et ça a un impact direct. Nous, on a vu notamment au sein de l'équipe de management, alors certains étaient au départ se demandaient ce que c'était un peu que cette idée loufoque. Et finalement, ils m'ont dit que ça a changé totalement le mode de fonctionnement entre nous, la capacité à se comprendre et à travailler ensemble. Et surtout, plusieurs m'ont dit, ah oui, ça a même changé ma vie privée. Ma femme ou mon mari trouve que voilà, je suis différent et que je prends plus de temps. Ça permet aussi d'encourager les gens à prendre du temps pour eux, pour leur famille. Parce que moi-même, j'ai 3 enfants. C'est vrai que je les ai une semaine sur 2, mais la semaine où je les ai, je pars tôt du bureau. Tôt. 18h, 18h30, je suis partie. Et j'encourage, quand même. Et donc, j'encourage aussi bien les personnes de mon équipe, même les hommes de mon équipe, les banquiers, ils ont aussi le droit de s'occuper de leurs enfants et c'est quelque chose que j'encourage. Je suis Solène Niederkorn. From Within est le podcast dérivé de FinScale. Il vient compléter mon exploration des transformations à l'œuvre en finance en s'intéressant cette fois-ci à ce qui change avec nous, en nous et entre nous. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Anne-Sophie et Méhoud. Je suis absolument ravie de t'accueillir sur From Within. Bienvenue. Merci Solène. Alors, je suis très heureuse de t'accueillir sur ce nouveau podcast que j'ai lancé. J'avais toujours en tête de t'inviter sur FinScale d'abord. Et puis, on ne trouvait pas vraiment d'angle. On avait plein de choses à se raconter. Mais en fait, quand j'ai lancé From Within, j'avais toujours dans un petit coin de ma tête de t'inviter. Et les auditeurs vont comprendre pourquoi c'est si important pour moi que tu viennes sur From Within. Donc pour les auditeurs qui nous écoutent, les personnes qui nous regardent, tu as vraiment été une figure d'inspiration pour moi dès mes tout débuts chez UBS. On a bossé ensemble toutes les deux, ça fait une vingtaine d'années qu'on se connaît professionnellement, mais bien plus au niveau personnel. Et je trouve que tu as cette capacité extraordinaire à manier avec beaucoup de tact, à gérer tes équipes avec beaucoup de tact. Tu as toujours eu beaucoup de bienveillance pour tes clients. Tu arrives à mixer vie professionnelle, vie privée, sport, tout ce qui est associatif de façon vraiment presque magique, on a l'impression. Donc, je m'étais dit, quand j'ai lancé ce nouveau podcast, qu'il fallait absolument que je t'invite, également aussi en ta qualité de partenaire de chez Rothschild & Co, pour que tu nous expliques un petit peu comment tu mettais tout ça en musique. Mais alors... Merci beaucoup, je vais essayer, mais bon, ça va être... Est-ce qu'on pourrait juste prendre un petit peu de temps pour que tu retraces un peu ton parcours professionnel qui a commencé il y a quelques décennies Oui, j'ai commencé à travailler, j'ai 52 ans, j'ai commencé à travailler à 21 ans, donc ça fait plus de 30 ans. Et donc toujours quasiment dans la finance, même si c'était absolument pas ma volonté au départ. Je voulais être soit journaliste, soit travailler dans la philanthropie. Il se trouve que la philanthropie, j'ai essayé, mais je me faisais bouler à chaque fois parce que j'étais trop jeune. Voilà. Et donc, j'ai commencé dans la finance un peu par accident. C'était pas mon choix premier. Aussi parce que j'avais fait des études dans la finance de marché. Tu avais fait Sciences Po et Dauphine en parallèle. J'ai fait Dauphine et Sciences Po, tout à fait. Ouais. Et puis j'ai eu un parcours où j'ai commencé en finance de marché qui n'était pas du tout, c'était pas du tout ce qui me convenait. Et puis assez vite, on m'a proposé là où j'étais d'aller dans la banque privée, de recevoir une formation à la fois en droit civil, en droit fiscal. Et là, ça a été un coup de cœur absolu. J'ai eu la chance aussi d'être soutenue par un boss qui m'a fait directement confiance et qui m'a donné confiance. C'était chez qui? Indo? C'était chez BNP Paribas. Ok. Et donc d'avoir eu cette chance de démarrer directement avec des clients, d'avoir ce contact avec des entrepreneurs super inspirants. Et donc j'étais, je crois que j'avais 23, 24 ans. Ensuite, j'ai voulu faire un break pour aller dans la philanthropie, et là j'étais enfin prise, mais c'est l'année où je me suis mariée, donc finalement je ne l'ai pas fait. Ouais. T'étais prise chez qui? C'était chez Médecins sans frontières pour être responsable d'une mission pour 3 ans. Mais ouais. Bon, le timing n'était pas bon, mais j'ai quand même, comme je suis très persévérante, j'ai quand même eu entre UBS et Lombard-Odier, quelques années après, l'année de mes 30 ans, 6 mois de break, obligé, puisque quand on donne sa démission dans la banque privée, souvent on nous demande de ne pas travailler pour laisser le temps à la banque de se retourner par rapport aux clients. Et là, j'en ai profité pour travailler chez Handicap International pendant 6 mois. Et je ne me souvenais pas de ça. Voilà. Et là, c'était une c'était une expérience qui m'a permis justement de valider le fait que la banque privée, c'était vraiment ce que j'aimais, ce dans quoi je m'épanouissais, mais qu'il y avait vraiment des ponts à faire entre la philanthropie
et la finance, entre les entrepreneurs et les philanthropes. Et c'est ce que je me suis attachée à faire depuis lors. Alors pourquoi tu as rejoint Rothschild ? Alors, Rothschild & Co, alors ça a été, j'avais eu un parcours donc, dans la banque privée, chez UBS, qu'on a démarré ensemble, chez Lombardier, où j'ai passé presque 9 ans. Et puis, j'ai été approchée par Rothschild & Co. Et là, ça a été coup de cœur absolu, parce que voilà, déjà un match humain qui était très fort. Ensuite, une opportunité de diriger la banque en Belgique. Donc de démarrer quelque chose qui pour moi était vraiment à la fois super ambitieux. Je venais d'accoucher de mon troisième enfant, d'Émile. Et en même temps, c'était une opportunité de se développer, d'essayer quelque chose de nouveau. Et j'ai absolument pas hésité, j'ai foncé. Alors il y a quelque chose qui est récurrent depuis que je te connais dans ta carrière, mais pas que dans ta carrière, au niveau perso aussi, c'est la chance. On a l'impression que tu as une espèce de bonne étoile au-dessus de ta tête. Est-ce que tu penses que c'est de la chance ou tu penses que tu la provoques, cette chance ? Alors ça, je sais pas. Oui, en effet, j'ai la chance de faire ce que j'aime, d'être entourée des gens que j'aime, de pouvoir accomplir les choses avec beaucoup de support, mais en même temps aussi beaucoup d'autonomie et beaucoup de liberté. Ça, c'est quelque chose qui qui a toujours été vraiment important pour moi. Après, la chance, oui, mais je travaille énormément, j'ai beaucoup de rigueur, oui, je crois que c'est un mix, en effet, de ce qu'on fait et de ce qui nous entoure. Et de la vision que tu as. La vision. Oui. Si, la vision dans la vie, le fait de savoir exactement où tu as envie d'aller, de mettre, je sais que moi je le fais, de mettre par écrit là où j'ai envie d'aller, de décrire un petit peu les objectifs. Oui, alors ça c'est quelque chose en effet. J'ai vraiment eu un fil conducteur qui a été assez consistant, je dirais, au cours de ma carrière, et toujours basé sur l'humain et sur aussi le collectif. Je suis pas du tout quelqu'un qui aime travailler seul. J'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont fait confiance, et pour moi les équipes et l'équipe qui m'entoure est vraiment primordiale dans le succès de ma carrière. Alors, tu parlais des entrepreneurs. Toi, tu as un esprit hyper entrepreneurial. Je me souviens que quand tu as rejoint UBS, on était toutes les deux au même moment. Hein. Il y avait tout à monter. Chez Lombardier, il y avait aussi beaucoup de choses à mettre en place. Mm-hmm. C'était des prémices en Belgique. Pareil chez Rothschild & Co. D'où tiens-tu cette fibre entrepreneuriale ? Alors la fibre entrepreneuriale, ça je crois que c'est tout à fait familial, puisque depuis des générations, depuis je pense 1830, en tout cas du côté paternel, il y a eu que des entrepreneurs. Et aussi des entrepreneurs, pas mal femmes en fait. Il y a la première qui a été en 1850, une de mes arrière-grand-mères qui s'appelait Louise, qui était au Chili, qui a dû reprendre au pied levé l'entreprise familiale parce que son mari est décédé, et qui a développé ça formidablement bien, mais ça je l'ai appris récemment. Et puis ma grand-mère, qui elle a dû, pendant la Seconde Guerre mondiale, reprendre l'entreprise que mon grand-père avait fondée, parce qu'il était parti au front, et qui en fait s'est totalement épanouie dans ce rôle d'entrepreneuse, et qui est restée aux côtés de mon grand-père jusqu'à la fin dans l'entreprise, et qui, en tout cas au dire de mon grand-père, a beaucoup participé à développer surtout le côté humain, social de l'entreprise. Et donc c'est vrai que j'avais pas de frein. Je me suis jamais dit je dois choisir entre une carrière, des enfants. Enfin, mes enfants, c'est évidemment ma priorité, mais j'ai pas eu cette barrière mentale de me dire ah non, je pourrais pas avoir une carrière parce que je veux avoir une famille. C'est grâce top. À elle, probablement. Non, mais c'est top, je la connais, ta grand-mère. Elle était extraordinaire. Alors, tu as eu des différentes étapes dans ta carrière. Alors, on a bien compris que tu avais changé de maison. Mais il y a eu aussi des moments plus difficiles pour toi, des moments d'arrêt aussi. Tu parlais aussi de handicap international. Enfin, donc, tu as eu des breaks. Mm-hmm. Est-ce que tu pourrais en reprendre un ou deux et nous expliquer en quoi tu penses que ce break a été vraiment un game changer mm-hmm. pour ton type de leadership ? Ok. Alors, handicap international, alors ça, c'était vraiment un rêve d'enfant, je dirais, de travailler dans la philanthropie. Alors, je me suis rendu compte qu'en fait, travailler au quotidien dans la philanthropie, ça ne me convenait pas du tout. Donc ça, c'était vraiment un révélateur. Et par contre, je me suis rendu compte aussi du gap qu'il y avait entre le monde de la philanthropie et le monde de l'entreprise. C'est vrai qu'à l'époque, j'étais chez UBS. Quand j'appelais des clients, des prospects, en général, j'étais bien accueillie. En passant chez Handicap International avec juste le même nom, la même personnalité, je voyais que c'était très compliqué d'obtenir des rendez-vous. Enfin, j'étais à tout ce qui était fundraising. Et je me suis dit qu'il y avait vraiment un gap culturel entre le monde de l'entreprise et de la philanthropie, et que c'était justement mon rôle, en étant en contact de chefs d'entreprise, tous ayant envie d'avoir de l'impact, d'essayer de créer des ponts entre ces deux mondes. Et c'est ça que j'ai commencé. Et puis alors, un autre break qui a été on y reviendra après, parce que c'est important qu'on creuse.
Ok, avec plaisir. Et un autre break qui a été un break, alors là, plus récent, et puis j'irais moins penser, parce que le break chez Handicap International, j'avais choisi de partir et donc de quitter la banque pour une autre banque. Et c'était juste un break qui était imposé, mais qui n'était pas du tout subi. J'ai eu un break, en fait, l'année dernière, j'ai eu un petit pépin de santé l'été, et j'ai dû faire un vrai break. J'ai eu la chance que mes deux boss, Alain et François, m'aient pas autorisé à le faire, mais m'aient encouragé à le faire, et c'était vraiment pour moi extrêmement difficile. En fait, ça fait 30 ans que je travaille, j'ai jamais eu une demi-journée de congé maladie, et donc là, j'ai dû faire le choix de prendre 4 mois et demi de déconnexion totale. Mais ça a été vraiment probablement le meilleur choix que j'ai pu faire. Déjà, ça m'a permis de me ressourcer, de revenir avec plein d'idées novatrices qui sont en train de se mettre en place et qui, je suis sûre, sont très, très bonnes aussi pour la banque. Et puis aussi de voir que les 10 années que j'avais passées à créer une équipe autour de moi, ça a super bien fonctionné, puisqu'ils ont été ultra autonome. Ça a même été la meilleure année en termes de chiffres. Je me suis demandé si je devais rentrer ou si c'était pas mieux de rester là où j'étais. Donc ça a été un moment de pause nécessaire pour revenir avec plein de nouveaux projets et beaucoup d'enthousiasme à l'idée de continuer. Et en termes de leadership, est-ce que tu as vu les choses d'un autre œil? Parce que quand on a un pépin de santé, généralement, on revient avec un œil neuf. Je ne sais pas si ça a été le cas pour toi. Ah oui, déjà, respecter un peu plus un équilibre, avoir besoin de donner plus d'autonomie encore à mes équipes, de encore plus déléguer, et en même temps de rester tout à fait focus sur mes objectifs et sur ce que j'aime et qui me nourrit. Alors, il y a des points que je trouve toujours intéressants quand je discute avec toi, c'est au niveau des objectifs que tu fixes à tes équipes. On sait très bien qu'en banque privée ou en banque en général, tu as quand même toujours des objectifs assez élevés en matière de new money, etc. Donc, ça met quand même pas mal les équipes de banquiers sous pression. Et chez toi, il y a toujours eu, et je ne sais pas si tu le fais encore, mais cette notion de soft skill et de communication au sein des équipes. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu concrètement comment tu mets ça en place? Tout à fait. Alors moi, il y a des doubles objectifs. Alors, les objectifs quantitatifs, ça on pourra en reparler. Mais déjà, pour moi, les objectifs quantitatifs doivent avant tout être des objectifs collectifs. Donc, c'est vrai que dans notre métier, c'est un métier en général assez individualiste dans beaucoup de banques. Moi, j'ai choisi de mettre des objectifs collectifs en premier, et individuel, évidemment, en deuxième lieu. Il faut que chacun se sente investi de faire quelque chose. Mais si on réussit ensemble. Donc, pour pas avoir de stars, c'est pas du tout la culture de la banque. Et donc, un client, il est toujours entouré, même pas d'une personne, mais de 4-5 personnes qu'il connaissent. Et donc, si un banquier a un contact avec un client et qui sent qu'il n'est pas la bonne personne, parce que c'est vraiment un fit, ouais. Qu'il n'hésite pas à le passer à son voisin, et ça sera reconnu au niveau de l'équipe. Et ça, je pense que c'est primordial. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Mais en effet, au niveau des objectifs, et ça s'applique à toute la banque, des personnes qui sont à la réception, au back-office, les banquiers, les ingénieurs patrimoniaux et à moi-même, c'est d'avoir des soft skills qui sont communs et qui sont très clairs. Et donc, j'ai décidé maintenant, il y a 6 ans, de mettre comme premier objectif pour chaque membre de l'équipe, donc de l'équipe en Belgique, 3 soft skills, et qui sont vraiment respectés. Et si les personnes ne respectent pas ça, ils peuvent être les meilleurs en collecte, les meilleurs en chiffres, en hard skills. Ils savent qu'ils seront sanctionnés et que ça sera pas valorisé comme ils auraient pu l'être. Alors, c'est quoi les soft skills? Alors, les soft skills, il y en a 3. Donc, le premier, c'est avoir un esprit critique, mais toujours positif, créatif. Donc, c'est-à-dire, quand on va dans le bureau de son boss avec un problème, on a une ébauche de solution. Sinon, on retourne discuter avec ses collègues pour essayer de... Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, ça simplifie quand même pas mal de choses parce que ça permet aussi à tout le monde de s'approprier un peu les bonnes idées. Le deuxième, c'est vraiment travailler ensemble. Et pour ça, il faut prendre du temps de se connaître, parce qu'on a des équipes heureusement très très variées en termes de profil, en termes d'âge, en termes de nationalité. Bruxelles, c'est assez international, donc on a dans l'équipe, je sais plus, on a 13-14 nationalités différentes, tous les âges, ça va de 23 ans à 68 ans, enfin voilà. Et donc pour travailler ensemble, il faut se connaître ses qualités, connaître aussi un peu peut-être les points moins d'achoppement, les points d'achoppement des uns et des autres. Ouais. Et donc pour ça, développer pas mal de formations et qui permettent à chacun de savoir que oui, il peut travailler avec telle personne qui a cette force au sein de l'équipe, ou qu'au contraire, cette faiblesse qu'il a peut être compensée par quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et le troisième soft skill, c'est la communication claire. Et donc c'est de pas
détourner ce qu'on veut dire, qu'on parle à une personne, à 4 personnes, à 5 personnes, que le message soit perçu de la même façon. Donc, parce que je pense que les gros soucis dans le monde de l'entreprise, comme dans la vie d'ailleurs en général, c'est le manque de communication claire. Donc, c'est clair. Exprimer ses idées, ne pas hésiter à dire les choses telles qu'elles sont, être cash. Authentique. Voilà. Comme j'aime. Alors, j'avais évoqué le sujet du care leadership avec Vincent Klingbeil dans mon dernier épisode de From Within, que je t'invite à réécouter si je ne l'ai pas déjà fait. Et j'avais parlé du sujet de la formation. Toi, est-ce que tu formes les équipes sur ces sujets-là? Parce que c'est pas dit, c'est pas donné à tout le monde de savoir comment communiquer les choses. Ah oui, alors la formation, ça, on a la chance d'être dans une société où on met beaucoup de moyens pour la formation. Donc évidemment, les formations classiques qui sont les formations réglementaires, enfin tout ce qui est obligatoire, les formations d'accord. On n'en parle pas. Mais voilà, ça on n'en parle pas. Voilà. Par contre, les formations en soft skills, oui, avec des coachs externes. On a une formation, nous, à Bruxelles, on a commencé par le top management, puis après on l'a faite avec les différentes équipes en résilience, et vraiment comment réussir dans les moments difficiles à activer chacun ses forces. Ça parle de sommeil, de nutrition, de bien-être, de plein de choses qui sont très out of the box. Ouais. Mais très banque. Pas très banque, mais si, mais en fait, la personne qui fait ça, qui est en Suisse, est travaille beaucoup avec les banques, et c'est un impact direct. Nous, on a vu notamment au sein de l'équipe de management, alors certains étaient au départ se demandaient ce que c'était un peu que cette idée loufoque, et finalement, ils m'ont dit que déjà, ça a changé totalement le mode de fonctionnement entre nous, la capacité à se comprendre et à travailler ensemble, et surtout, plusieurs m'ont dit « Ah oui, ça a même changé ma vie privée ». Ma femme ou mon mari trouve que voilà, je suis différent et que je prends plus de temps. Ça permet aussi d'encourager les gens à prendre du temps pour eux, pour leur famille. Parce que moi-même, j'ai 3 enfants. C'est vrai que je les ai une semaine sur 2, mais la semaine où je les ai, je pars tôt du bureau. Tôt. 18h, 18h30, je suis partie. Et j'encourage, quand même. Et donc, j'encourage aussi bien les personnes de mon équipe, même les hommes de mon équipe, les banquiers, ils ont aussi le droit de s'occuper de leurs enfants, et c'est quelque chose que j'encourage. Et donc, le sport, tout ça fait partie de l'équilibre, et je pense que c'est très, très important. J'aimerais pas avoir des équipes de personnes qui ne font que travailler. Au secours. Alors, tu évoquais la philanthropie. On sent que tu as vraiment un ADN pour ça et une appétence, une envie. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, en gros, pour des gens qui connaissent pas très bien la banque privée, ce que ça veut dire que de créer une activité philanthropique pour des clients privés? Nous, on conseille les clients sur de la cession d'entreprise, tout ce qui est tax planning, donc organisation patrimoniale, bien sûr la gestion, qui est vraiment le cœur du métier, la gestion, la performance, et évidemment, il y a d'autres sujets qui sont plus des sujets passion, et notamment la philanthropie en fait partie. Et on a de plus en plus d'entrepreneurs qui ont envie d'être soit dans une initiative personnelle, soit dans une initiative plus collective philanthropique. La banque a créé maintenant, il y a presque 5 ans, R&Co for Generation, qui est une fondation philanthropique d'entreprise, qui a pour but de sélectionner les meilleurs projets dans tout ce qui est éducation et environnement, dans 45 pays dans lesquels on est présent dans le monde. Et donc ça a permis à la fois de fédérer les équipes autour d'un projet. Les projets qu'on sélectionne, on peut proposer aux employés de la banque de faire du pro bono, c'est-à-dire de donner leur temps dans des sujets sur lesquels ils sont tout à fait à l'aise pour ces entreprises philanthropiques, pour ces organisations. À titre d'exemple, à Bruxelles, on a une organisation incroyable qui s'appelle TADA. Ça fait 10 ans qu'on les soutient. Ce sont des écoles du samedi pour des élèves de 11 ans à 15 ans pour permettre à ces jeunes élèves d'avoir une vision sur tous les métiers auxquels ils pourraient avoir accès. Et donc, c'est des personnes du monde de l'entreprise. Donc, il y a 3 mois sur le monde de la santé, avec le monde également du droit. Ils vont au palais de justice, ils vont la police, les pompiers. Donc, c'est vraiment super intéressant. Et nous, on fait des ateliers une fois par an où on a entre 60 et 80 jeunes sur le développement de la confiance en soi, la prise de parole en public, tout ça avec des jeux interactifs. On est en général entre 9 et 15 à participer à ça. Donc, c'est des personnes de l'entreprise qui ne travaillent pas nécessairement au quotidien ensemble. C'est un peu comme un team building, en fait. Mais ça a aussi de l'impact sur ces jeunes. Donc, voilà. Les clients qui font appel à vos services pour faire de la philanthropie, c'est quel genre de clients? Ça concerne quelle typologie de clients? Alors, c'est beaucoup d'entrepreneurs, qui soit peuvent nous demander de les accompagner dans la structuration patrimoniale d'un projet philanthropique. Donc ça, on a des équipes
qui peuvent les aider à réfléchir, toujours avec des conseils externes. On ne va jamais se substituer aux conseils externes, mais en tous les cas, on a l'expertise. C'est vrai que l'ADN familial de la banque est très axé philanthropie, donc il y a cette connaissance. Ensuite, ils peuvent nous demander de les aider à mieux connaître un secteur, à faire du matchmaking avec d'autres entrepreneurs philanthropiques. Donc ça aussi, c'est mettre à disposition le réseau de la banque. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a des soirées qui sont sur des thèmes philanthropie et famille, philanthropie et gouvernance, au cours desquels les clients et les prospects de la banque qui sont intéressés par ces thèmes peuvent se joindre et être inspirés. Et ensuite, ils peuvent aussi demander à avoir accès un peu à des due deals qui ont été faites par la banque sur des entreprises philanthropiques, enfin sur des projets philanthropiques. Pour voir ce qu'on a sélectionné, dans quelle mesure ils peuvent se joindre à nous pour accompagner ces actions philanthropiques. Sachant que ce n'est pas nécessairement en moyens financiers, ça peut être aussi, typiquement, il y a une autre organisation qui est Duo for a Job à laquelle je pense. On avait fait une soirée avec Duo for a Job. Duo for a Job, très simplement, ce sont des duos de personnes de plus de 50 ans qui ont une expérience professionnelle et de personnes de moins de 30 ans qui sont en chômage longue durée, issues de l'immigration hors Europe, qui forment un duo pendant 6 mois avec des résultats incroyables puisqu'il y a plus que 75% de taux de réussite de sortie positive après 6 mois. C'est un job. Énorme. Un job ou une formation, une nouvelle réorientation, mais vraiment quelque chose de positif. Donc ça existe à Bruxelles. On a accompagné pour que ça démarre à Marseille. Ça existe à Paris. Enfin, c'est vraiment un projet qui existe maintenant depuis plus de 10 ans. Typiquement, on a fait cette soirée et il y a eu 2 clients de la banque qui sont devenus mentors et qui ont adoré. Donc voilà, ça fait partie des petits exemples. Mais tu t'as pas répondu à ma question, parce que je te demandais quelle typologie de clients font appel souhaitent faire de la philanthropie. Est-ce qu'il y a vraiment, c'est une histoire d'âge, c'est une histoire de terreau familial? Est-ce que tu as un pattern non. Alors finalement, ça, tous les clients c'est aussi varié. Pas tous les clients, mais il y a évidemment des jeunes entrepreneurs, il y a des jeunes qui veulent faire de la philanthropie à travers leur entreprise, avec leurs employés. Donc il y en a d'autres qui veulent faire ça comme un espèce de cercle familial, d'améliorer la gouvernance de leur famille à travers la philanthropie. Donc aussi des personnes qui sont au contraire plus âgées, qui décident de créer un projet philanthropique en espérant ou en essayant de motiver toutes les générations autour de ce projet et d'avoir une action commune. Donc ça prend diverses formes, c'est très très individuel. Il n'y a pas de fil conducteur, si ce n'est que ce sont des personnes qui veulent en général avoir un certain impact et puis les sujets sont variés, beaucoup dans tout ce qui est santé. Enfin, moi, ce que j'observe chez mes clients, c'est beaucoup dans la santé mentale, mais également éducation et environnement. Alors, j'ose cette question. Est-ce que tu penses vraiment que la banque peut devenir un catalyseur d'humanité ? En tous les cas, ce que j'espère, c'est que déjà tous les gens qui travaillent au sein de la banque se sentent bien, puissent progresser. Et ça, c'est déjà en partie une réponse positive à ta question. Ensuite, évidemment, l'influence qu'on a sur nos clients, parce que sur tout l'écosystème des clients, qui reste le focus numéro 1 des équipes, c'est d'être au service de nos clients et d'essayer, en effet, de les guider et dans leurs objectifs, de réussir à ce qu'ils atteignent les objectifs qui se sont fixés. Après, catalyseur d'humanité, c'est peut-être un petit peu... c'est un grand mot, quoi. Voilà, prétentieux. Mais en tous les cas, je pense que la banque, le monde de la finance a un rôle actif à jouer, et toutes les entreprises en général et tous les entrepreneurs. Alors, on est toutes les deux dans le milieu depuis pas mal d'années. 20, 25 ans pour moi, un petit peu plus pour toi. Qu'est-ce que tu fais, toi? Alors, je ne sais pas si tu le fais au niveau individuel ou collectif dans tes équipes, pour introduire de la conscience, j'ai envie d'aller même jusque-là, dans un métier qui est perçu comme hyper froid, terre à terre. Hyper froid. Alors moi, j'ai pas du tout ce sentiment. Non, perçu, oui, peut-être perçu, mais voilà. Mais c'est pas mon. En tout cas, c'est pas ma perception aujourd'hui. Enfin, en tout cas, pas dans l'environnement dans lequel je travaille. Je pense que de se dire qu'on travaille en équipe, que les gens sont solidaires les uns des autres, qu'ils peuvent s'appuyer les uns sur les autres. Déjà, c'est un grand pas. Ensuite, mettre de la conscience, à travers en effet peut-être des formations qui sont un peu out of the box, aussi à travers une attitude qui peut faire que les gens prennent conscience que c'est important de voir les choses différemment. Alors, moi, j'aimerais que tu en parles à notre audience, parce que tu m'en as déjà parlé, je trouvais que c'était génial. Tu as fait des choix en matière de leadership que j'ai trouvé assez audacieux il y a quelques années, au sein de l'équipe que tu avais montée en Belgique. Il y a eu une réorganisation en interne et tu as vraiment empowered
J'espère. Non, c'était pas une réorganisation, c'était plus une adaptation. En fait, j'avais au début un schéma très très classique avec un directeur commercial pour tous les banquiers, et puis évidemment des reporting directs. Voilà. Ouais. Et puis en fait, il se trouve que cette personne qui était depuis 6 ans responsable commercial a eu l'opportunité de bouger au sein du groupe dans un autre métier, et que c'était son rêve et que voilà, c'était très bien. Mais que là, s'est posé la question, est-ce que je le remplace, par qui Et donc, c'était assez... tous les banquiers que j'avais à l'époque étaient tous très seniors. Finalement, chacun aurait pu prétendre à ce job. Si j'en choisissais un, ça n'aurait pas été très juste. Donc, on s'est réunis et on a décidé ensemble d'essayer quelque chose de différent. C'est-à-dire que je les prête directement sous ma responsabilité. C'est vrai que moi, de toute façon, les clients, c'est ce qui me passionne. Et donc, je pense que j'ai une légitimité à être en charge de l'équipe des banquiers. Et donc, de les avoir tous en direct. Par contre, je n'avais pas plus de temps à consacrer qu'avant. Donc, il fallait vraiment qu'on trouve une organisation qui tienne la route et permette d'atteindre les objectifs comme avant. Et donc là, en fait, les 8 banquiers ont proposé chacun de s'approprier 2 par 2 des sujets. Donc on a identifié 25 sujets qui sont des sujets de business dev, voilà, mais qui sont très très larges, et d'être en transverse pour toute l'équipe responsable de ces sujets. Et qu'on ferait une réunion par semaine d'1 heure pour parler de tous ces sujets qui sont des sujets transverses. Ça fait maintenant 2 ans et demi, 3 ans. En tout cas, ça fonctionne très très bien. Je pense que chacun a eu l'occasion comme ça de grandir dans l'organisation. Moi, ça ne m'a pas pris plus de temps ni plus d'énergie. Et on a, en tout cas jusqu'alors, tout à fait réussi à faire les objectifs ensemble. Et ça a vraiment favorisé aussi un esprit collectif plus fort, puisque par sujet, ils sont tous amenés à travailler ensemble. Bon, Anne-Sophie, tu sais, tu me connais, j'ai toujours des surprises. Donc, la surprise de From Within, c'est une clôture rituelle. Je vais te poser 4 questions. Tu réfléchis pas, tu réponds du tac au tac. Un mot que tu portes en toi aujourd'hui. La joie. Un rituel ou une pratique qui te recentre. Alors, le sport et la boxe surtout, la boxe taille anglaise. Voilà. La boxe taille aussi ? Ouais. Je sais pas. Faut que je fasse gaffe alors. Qu'est-ce que tu as lâché pour avancer ? Le contrôle. C'est bien ça. Toujours ? Non, j'essaie. C'est un exercice permanent. Quotidien, ouais. On est d'accord. Si tu croisais la Anne-Sophie d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais sans détour ? Vas-y, fonce et confiance. Parfait. Merci beaucoup Anne-Sophie et Méhoud. À très bientôt. Merci Solène, à bientôt. C'était un plaisir. Merci d'avoir écouté From Within. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée, laissez un commentaire et surtout, partagez-le autour de vous. Et pour aller plus loin, vous pouvez également vous abonner à la newsletter FinScale sur Substack. Vous y retrouverez réflexions, ressources et outils pour avancer à la croisée du business et du développement intérieur. À très bientôt!